doute. Alors, les contrats aidés, faut-il les réduire, ces contrats aidés, qui sont quand même des emplois précaires? Je suis étonné d'ailleurs que vous, qui êtes de gauche, défendiez à tout prix un emploi aidé qui est un emploi comme un CDD, un emploi précaire, un emploi qui débouche pour la plupart sur rien. Hein. Je crois qu'il n'y a que 20% des emplois aidés, et encore c'est dans le secteur marchand, qui débouchent sur un emploi, mais il faudrait des emplois aidés. Bon, moi je veux d'abord vous dire les 2 dernières personnes que j'ai rencontrées en emploi aidé. Marie-Hélène, elle a subi un grave accident de la circulation. Elle est reconnue travailleuse handicapée, ça veut dire qu'elle avait le droit à un CAE renouvelable 5 fois sur 5 ans. Elle était embauchée dans une association qui, dans un quartier très très populaire d'Abbeville, fait de l'aide aux devoirs, du prêt de jeu et ainsi de suite. Et là, son contrat va s'arrêter au 14 septembre, alors qu'elle avait eu l'occasion de passer un BAFA, qu'elle allait vers un BAFD, donc pour devenir directeur dans l'animation, voilà, elle s'épanouissait. Donc elle pouvait trouver un emploi non aidé. Mais je crois pas. Vous savez, je crois pas, et je crois qu'en plus, là, en l'occurrence, ça met en péril la structure, puisqu'il y a 4 emplois aidés sur 5 dans cette association-là. Ça veut dire que dans ce quartier, l'un des lieux qui mène du lien social, qui fait faire de l'aide aux devoirs, risque de disparaître avec cette mesure-là. L'autre profil, c'est dans une crèche, toujours sur Abbeville. C'est une dame qui a 58 ans, qui a été licenciée après des décennies dans la même entreprise, qui finalement a passé un CAP petite enfance, qui travaille dans une crèche. Est-ce que vous croyez que le marché du travail va être très désireux d'accueillir une personne de 58 ans ou de l'autre côté une personne handicapée? C'est pas vrai. Il y a des parcours de vie qui sont des parcours de vie difficiles, brisés, ainsi de suite. Maintenant, je pense que là où le gouvernement a raison, c'est que ce sont des contrats précaires. Ah oui. Ça n'est pas juste. Mais maintenant... Pourtant, depuis 30 ans, la gauche et la droite ont fait ça. Hein. Des années 80, absolument. François Mitterrand a intensifié très fort. J'ai fait campagne contre ça durant les législatives, pour dire que dans le périscolaire, dans les maisons de retraite et ainsi de suite, on ne devait pas s'appuyer sur des contrats précaires. Maintenant, je tiens à dire que, à la fois, un certain nombre de personnes et un certain nombre de secteurs ont besoin d'être aidés. Et il ne doit pas y avoir il n'y a pas de relation d'équivalence entre le fait que ce soit des contrats aidés dans des secteurs qui ont besoin d'être aidés, parce que le périscolaire n'est pas rentable, parce que un certain nombre de crèches ne sont pas rentables, parce que des maisons de retraite ne sont pas rentables, et le fait que ces contrats soient nécessairement précaires. Il y a le contrat de Marie-Hélène pourrait être un contrat aidé, c'est-à-dire en effet subventionné, mais non pas pour qu'elle y passe 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pour qu'on puisse la titulariser sur ce qu'elle fait. Et donc là, on a à la fois pour les associations, mais pour les maisons de retraite, pour les crèches et tout ça, la suppression de ces contrats aidés qui tombent en même temps avec des diminutions tous azimuts des subventions. Et donc on voit bien qu'ils sont mis dans un entonnoir, ils sont pris à la gorge, et on va arriver à des situations catastrophiques pour plein de secteurs de la vie publique. Et je dis, ça touche les plus fragiles qui sont dans ces secteurs-là, mais ça touche pour une deuxième raison. C'est que ces emplois-là, bien souvent, ils sont dans des cantines, ils sont dans des... c'est dingue que la cantine de nos enfants dépend d'un emploi précaire subventionné. Eh ben, je le regrette. Si c'est important qu'il y ait un cuisinier, c'est un vrai emploi. Et ben voilà. Et ben donc il faut titulariser. Mais ça c'est la municipalité, c'est les communes. Mais il faut que les communes, il faut que les associations, il faut que les crèches, il faut que les maisons de retraite aient les sous pour le faire. Donc là, c'est la baisse des dotations globales. Quand j'entends la maire de Paris prendre la tête de ceux qui râlent, ça fait rire. Enfin, écoutez, regardez les budgets. Autant il y a des petites villes effectivement qui sont en grande difficulté, et ça on peut l'entendre, mais on ne peut pas mettre sur le même... Je suis pas à Paris, vous savez, je suis à Amiens, je suis à Abbeville, je suis à Saint-Ouen, je suis à Pixecourt, je suis à Illy-sur-Somme, je suis dans des communes... Et à Amiens, on n'a pas les moyens de payer un cuisinier dans les écoles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une municipalité de droite, hein, donc je vais pas... c'est pas mes copains, la mairie d'Amiens, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait dans le périscolaire, aujourd'hui, je souhaite que ces emplois de périscolaire soient pas des postes de vacataires et ainsi de suite, mais il faut pas raconter d'histoire. De la même manière, on a baissé les dotations au département. Il faut pas raconter d'histoire. Quand on baisse les dotations année après année, on peut pas s'attendre... Et en même temps, on n'a jamais autant embauché dans les territoires. Le nombre de fonctionnaires territoriaux a explosé ces dernières années. Où sont-ils alors? Je dans les régions en particulier. Mais moi, je vous redis... Plus que la population. Alors, et pour revenir aux gens... parce que ça concerne quand même, c'est un plan social massif qui concerne des centaines de milliers d'emplois dans le pays. Je veux dire, à la limite, moi, je pourrais être pour le projet du gouvernement qui dit on va vous faire des formations qualifiantes et tout ça. Je le redis, il y a plein de gens qui ne trouveront pas du boulot normalement dans le secteur privé. C'est pas vrai. Bon, parce qu'il faut les former. Et même en les formant... Mais Hollande en avait mis 500 000 en formation, excusez-moi. Où ils sont maintenant? Qu'est-ce que ça a donné, ces formations? Il y a des gens qui seront pas... On a un marché du travail qui est très dur, qui trouveront pas leur place sur ce marché du travail, parce que ce marché du travail est devenu de plus en plus dur. Mais au-delà de ça, le gouvernement nous dit bon, là, c'est pas bien ce qui se fait, donc on va vous construire un truc super avec des formations qualifiantes. Demain,
Les gens, ils vivent aujourd'hui. On leur retire la béquille aujourd'hui en leur disant demain on va vous construire une prothèse, vous allez voir, elle va être super, vous allez pouvoir courir super vite. Mais ça c'est demain, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est quand? Les gens ils vivent aujourd'hui et aujourd'hui on leur retire une béquille. Mais moi je trouve quand même qu'il y a un truc dans l'emploi que vous parliez tout à l'heure de cette dame handicapée. Très bien. Je doute pas un seul instant que cette association soit utile, qu'elle apporte plein de choses aux gens, très bien. Mais moi quand on commence à monter des structures où sur 5 emplois, il y en a 4 qui sont aidés, eh ben je me dis c'est une structure qui est pas viable. Alors effectivement, elle a ses utilités. Je discute pas le fait, mais il y a un moment où on prend les budgets. Où on prend cet argent, sur quel budget on rogne pour pouvoir trouver l'argent nécessaire pour le périscolaire, pour toutes les associations qui ont besoin d'emplois aidés, où on prend l'argent. Alors je vais vous le dire, où on prend l'argent. Puisque j'ai le numéro 2, j'ai le dernier numéro de Challenge, avec sa une sur les fortunes de France. Vous pouvez pas dire que je prends un magazine marxiste là, hein, quand même. Le constat saute aux yeux, écrit Challenge. Le patrimoine des ultra-riches en France a considérablement progressé depuis 2 décennies. Il a été multiplié par 7. Les 500 plus grosses fortunes, qui ne comptaient que pour l'équivalent de 6% du PIB en 1996, pèsent aujourd'hui 25%. Il y a eu une multiplication par 4 de la part des 500 plus grosses fortunes dans le PIB français. Voilà où est l'argent. Eh bien oui, je veux prendre cet argent. Mais vous leur prendrez pas. Mais d'accord. Mais une fois. Après ils partiront. Oui, bien sûr. Mais on peut partir découragé d'avance et on peut se dire que moralement l'objectif il est là, il est dans le rétablissement d'un. On a aussi besoin de Bernard Arnault. Vous prenez leur défense, mais ils étaient pas. La défense, c'est une réalité économique. Ils n'étaient pas malheureux il y a 20 ans, ces gens-là. Ils n'étaient pas malheureux il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, que fait Emmanuel Macron? L'Observatoire français des conjonctures économiques le dit. Les 10% des plus riches auront droit à 46% des réductions d'impôts. Mais parce que Macron, là-dessus, il fait un pari, il veut que ces gens-là vraiment investissent dans l'économie. Qu'ils fassent des paris, que les propriétaires vont d'eux-mêmes baisser leurs emplois, que les gens, que leur loyer, vont d'eux-mêmes, et que ces gens qui depuis 20 ans, quand ils ont du pognon, parce qu'ils en ont déjà considérablement, ils le versent en dividendes aux actionnaires et ils en servent pour devenir plus riches, simplement pour accumuler du capital. Macron fait un pari qui est... Mais c'est la grande différence entre vous et Macron. Vous êtes pour la contrainte, il est pour l'incitation. Non, je suis pour la répartition, je suis pour l'égalité, il est pas pour ça. Vous êtes pour la contrainte, vous êtes par exemple pour le blocage des loyers. Je m'exprime pas là-dessus. Là, moi, je m'exprime sur. Oui, en effet, on avait aux États-Unis un impôt sur le revenu dont la tranche marginale était à 90%. Oui, du temps de Roosevelt. Dans les années 70. Oui. On n'était pas dans un pays anticapitaliste. On était aux États-Unis dans les années 70. Eh bien, là, je le redis, on ne peut pas accepter qu'il y ait une telle concentration de la richesse entre quelques-uns et que l'effort fiscal fait par Emmanuel Macron soit d'aller pour en donner encore plus aux plus riches. Et quand dans le même temps, on vient supprimer des contrats aidés aux Marie-Hélène ou aux Christine. Non, Macron, c'est le président des riches. Macron, c'est le président des riches. C'est très clair, mais je veux dire, de toute façon, il était déjà le candidat des riches avant d'être président. Les gens qui ont voté Macron, c'est des gens qui sont riches. Pas forcément. Je veux dire, dans une élection, il y a des dynamiques et ainsi de suite. En premier tour, on sait pas autant de riches. Mais on sait on sait construire des alliances. Enfin, il y a tout ça. Mais c'est quoi? C'est le président de la France qui va bien, Macron? C'est évident que vous représentez la France. C'est évident. Je pense un peu, oui. C'est évident. Est-ce que les uns n'ont pas besoin des autres? Parce que dans cette opposition un peu stérile, dans cette lutte des classes que vous voulez mettre en place, je vois pas quel est le gagnant en fait. Et le problème, c'est que moi, je veux pas mettre en place une lutte des classes. La lutte des classes, aujourd'hui, elle est là. Je veux dire, quand je vous décris ce que vont donner les réductions d'impôts et qu'on va enrichir les 10% et même ça se concentre encore plus au niveau des 1% les plus riches, surtout. Ces mesures fiscales sont une mesure de lutte des classes. Quand on supprime le contrat aidé de Marie-Hélène et de Christine, c'est pas moi qui l'amène la lutte des classes. Oui, mais si Marie-Hélène et Christine, demain, on leur donne une formation, elles décrochent un vrai job qui n'a pas bein d'être subventionné de façon artificielle. Mais arrêtez, vous voyez comment ça coûte cher. Mais c'est tous les Français qui participent à ça. De toute façon, je veux dire, ces associations-là, elles ont leur utilité. Mais oui. Donc, elles sont aidées. Vous savez combien on donne d'argent en France aux associations via les préfectures, via les régions? Vous faites... On a des pays les plus redistributifs au monde. Mais si. C'est encore un fonctionnement qui est possible, mais je vous le redis. Mais oui, mais moi je considère qu'il y a encore un État social en France et je suis là pour préserver ce qui existe et pour étendre ce qui pourrait exister demain. Mais venez
venez, je vous invite. Venez avec moi dans ce quartier populaire. Personne ne dit qu'il n'y a pas des gens qui souffrent, il n'y a pas des gens qui n'ont aucune perspective, etc. Venez voir ce qui existe. La recette. Venez voir ce qui existe comme structure dans ces quartiers-là. Venez voir si vous estimez qu'ils sont surdotés par rapport au 16e arrondissement. Venez voir ça et venez dire si il est normal que cette association disparaisse. La solution, c'est de faire baisser le chômage. Ben oui, mais d'accord. Mais si. Mais là, je vais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que vous croyez qu'on fait baisser le chômage en supprimant 300 000 postes? Non, mais bon, enfin, c'est... Je vais revenir sur la fiscalité, mais ce que vous proposez, ça a déjà été fait. La fin de Fillon et de Sarkozy et le début de Hollande, il y a eu un matraquage fiscal sans précédent. Et finalement, ils ont fait machine arrière. Il y a eu la taxe à 75%. Elle n'a pas été, ben oui. Elle n'a pas été faite. Donc, alors vous me dites ce que vous proposez a déjà été fait. Moi, ce que je vois, c'est que ce que Macron propose est fait depuis 30 ans. Quel est le raisonnement de Macron? C'est de dire les employeurs n'emploient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contraintes. Mais ça fait 30 ans que ces contraintes, elles diminuent. Et ça fait 30 ans. Oui. Et ça fait 30 ans que, par exemple, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés était de 50% au milieu des années 80. Il est passé à 28%. Macron envisage de le passer à 25%. Mais il a raison pour être compétitif. Très bien. Il a raison. Regardez en Irlande à combien il est. Mais vous êtes tous d'accord pour aller vers ce dumping. Macron a vraiment raison. Bravo Macron. Très bien. Vous êtes des militants macronistes autour de la table. Je suis en plein accord. C'est très bien. Mais moi, je dis que l'impôt sur les sociétés pourrait être un impôt juste. Aujourd'hui, il est un impôt injuste parce que malheureusement, il taxe davantage les petites entreprises qu'il ne taxe les grandes entreprises qui, elles, parviennent, par l'optimisation fiscale, à passer un taux d'imposition de 8 à 12%. Donc voilà, on est sur des thématiques comme celle-là. Et oui, je veux aller vers un rééquilibrage de ça. Et les propositions de Macron, ils vont dans le sens contraire. C'est pour ça qu'on a intitulé notre 4 pages Robin des Bois à l'envers. C'est je prends aux pauvres pour donner aux riches. C'est gratuit, ça sera distribué dans les manifs et ainsi de suite. C'est Fakir de François Ruffin qui passait le grand oral. Est-ce que vous recevez une subvention pour Fakir? Alors moi, le journal est financé à 99% par les ventes, par les abonnements. Maintenant, il y a eu un amendement Charlie Hebdo, on le touche. Il y a un truc, je suis contre, mais le crédit impôt compétitivité emploi, je suis fondamentalement contre. Vous le touchez? Oui. C'est pas mal le 6 finalement. Non, je suis absolument contre. Et je peux vous dire qu'il ne nous est pas utile. C'est pour la baisse des charges. Mais je peux vous dire qu'il n'est absolument pas utile. Maintenant, je ne suis pas plus imbécile qu'un autre comme chef d'entreprise. Si l'aide, elle existe, oui, je vais la prendre. Parce que Mélenchon, hier, s'est prononcé pour la suppression des aides, sauf pour la presse d'opinion. Bon, très bien, mais je veux dire, moi, je ne suis pas là pour défendre ma boutique en tant que petit patron de presse. Est-ce que Macron est abonné à Fakir? J'en doute. Il faut lui envoyer un petit service au président. Vous discutez avec lui?